Alors, le regroupement des communes, où en sommes-nous en Sarthe? On voit que voilà, ça a avancé à marche forcée, on peut le dire. On était en train de discuter avec Elisabeth Chénaud, 18 mois pour mettre tout ça en place. Oui, d'un point de vue organisationnel, c'est compliqué quand même. Hein. Au niveau des agents et de l'organisation des ressources humaines, ça s'est fait sur un temps beaucoup plus court que 18 mois. Ouais. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, en fait, on est passé quelquefois de communautés de communes qui avaient 5 000, 6 000 habitants et on retrouve des communautés de communes à 20 000, voire 30 000 habitants. Donc il faut voir que les communautés de communes, 24 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi en termes de structuration. Donc bien souvent, les compétences, les moyens humains étaient mis sur des compétences opérationnelles pour rendre service à la population, mais peu sur des services fonctionnels. En termes de ressources humaines, on avait très peu de communautés de communes qui étaient véritablement structurées. Bien souvent, c'était le directeur général des services, épaulé par un agent qui faisait les payes, qui gérait les ressources humaines. Maintenant, quand l'on a des agents, je prends Maine et Saunois, il y a maintenant plus de 85 fonctionnaires. Donc, il va bien évidemment falloir structurer le service. Combien de fonctionnaires chez vous? Dans les 70 à peu près. Ah oui, c'est beaucoup aussi. Oui. Donc, des seuils démographiques qui sont atteints avec, par exemple, plus de 50 agents et des obligations qui vont devoir s'imposer en termes de dialogue social. Ces nouvelles communautés de communes vont devoir créer ce que l'on appelle un comité technique. C'est un organisme paritaire qui s'occupe de l'organisation du travail et un CHSCT, un comité d'hygiène et de conditions de travail qui s'occupe de la santé et sécurité. Avant, c'était le CDG qui gérait tout cela. Maintenant, les communautés de communes vont devoir gérer et organiser des élections, etc. Mais c'est aussi... Et vous leur apportez justement le conseil, l'accompagnement qui va bien. Nous avons réalisé un guide avec des modèles de délibération, des modèles d'arrêté, des modèles de procès-verbaux, etc. On a bien évidemment l'accompagnement au quotidien. En termes de formation, nous ne sommes pas l'organisme de formation, mais nous avons un partenariat avec le CNFPT. Et alors le CNFPT fait par exemple de la formation au management pour... En fait, si vous voulez, il nous demande de faire remonter les besoins du terrain. Et nous avions anticipé, puisque dès 2015, nous avions organisé des sessions de formation sur les ressources humaines et les impacts des mutualisations. Alors ce que vous racontez là, c'est valable aussi pour les élus, j'imagine. Oui, là, on parle bien des communautés de communes, hein, c'est-à-dire des structures importantes. Combien d'élus chez vous dans le conseil communautaire? On doit être 46. 46, alors de la même manière, ça se... comment dirais-je? Pas dire contrôle, hein. Ça ne se maîtrise pas de la même manière. Non, c'est parce que justement il y a cette antériorité où on avait 3 communautés de communes, donc 3 communautés de communes qui avaient des façons de travailler et qui avaient des façons de travailler déjà différentes de notre communauté de communes, parce que quand vous avez des communautés de communes de 6 000 habitants, nous on était déjà 12 000 habitants, on voyait bien que c'était pas du tout la même structuration. Il y avait beaucoup de débats au sein même du conseil communautaire. Les choses étaient moins préparées, moins structurées, et là, qui ne sont pas formalisés. Oui, voilà, en beaucoup de choses, durée de travail, beaucoup de procédures voilà, qui ne sont pas formalisées, et tout ça, c'est très compliqué. On avait donc des agents qui s'occupaient par exemple des bâtiments, mais des bâtiments sur une petite communauté de communes. Là, vous imaginez l'amplitude de cette communauté de communes. Le territoire. Voilà, il y a énormément de choses en termes de ressources humaines qui sont vraiment à mettre en place. En 2 mots, il a fallu aller vite, vous l'avez dit, pour au moins structurer la base. Maintenant, combien de temps il faudra pour digérer l'ensemble et que vous pensez être sur une bonne faudra pièce de bien première. un mandat. Hein. Et puis, si vous voulez, ce qui est important, c'est vraiment de créer une culture commune, puisque vous avez des règles différentes. Vous avez bien souvent des règles qui ne sont pas formalisées dans les petites structures. On s'arrange, etc. Et donc là, il va falloir formaliser tout ça, faire des règlements intérieurs, etc. Et c'est là que le centre de gestion est important, puisque nous avons des modèles sur notre site internet, etc. Et donc des outils RH que les communautés de communes peuvent maintenant s'approprier. Vos réflexions font penser que peut-être il pourra y avoir quelques freins, quelques résistances, quelques prudences pour faire avancer les choses. De la prudence au moins pour ce premier budget cette année. De la prudence même sans doute au-delà, parce que ne serait-ce que pour les ressources humaines, puisqu'on était en train d'en parler, il va falloir harmoniser
les rémunérations, le régime indemnitaire, tout ce qui est régime indemnitaire, il va falloir que ce soit harmonisé sur l'ensemble du territoire. Ça va être pareil pour les compétences, puisqu'aujourd'hui on a un grand nombre de compétences qui sont territorialisées en fonction de tel ou tel secteur. Donc on a 2 ans pour harmoniser tout ça. Donc il va y avoir un travail absolument énorme. Donc les deux prochaines années, là, ça va être beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'il va falloir plus d'un mandat, je pense, pour arriver à avoir cette culture d'une seule entité. J'ajouterais, si vous voulez, effectivement, 2 ans pour se poser, ça ne va pas être de trop, sachant qu'en plus, on sait déjà qu'il y a des choses qui vont arriver à l'avenir, en termes de nouvelles compétences qu'on va devoir effectivement assumer au niveau des Comcom. Par exemple l'eau, l'assainissement, la GEMAPI. C'est 2020, la GEMAPI, tout ça. GEMAPI, c'est joli comme nom, c'est un alcool Non, c'est pour la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations. Donc c'est pas fini. Non. Ah non. Alors évidemment la question qu'on peut se poser tout de suite, mutualiser, c'est pour essayer d'être plus efficace, plus productif, meilleur, etc. Est-ce que ça veut dire que il va y avoir des suppressions d'emplois à terme ou des choses comme ça aussi pour regarder attentivement les ressources humaines et de faire des projections financières à plusieurs années, non, compte tenu de la complexité et justement de cette mise en œuvre de toutes ces procédures qu'on va devoir faire, moi je ne suis pas tout à fait sûre que ça aille dans le sens de suppression de personnel. Au contraire, moi je pense qu'il va falloir même monter en compétence au niveau du personnel. Donc pas d'économie. Écoutez, les économies peut-être après dans le fonctionnement des structures, peut-être aussi dans le choix d'investissement, plutôt que chacun ait sa petite salle des fêtes ou tout un tas de trucs. Voilà, peut-être avoir, quand on fait des marchés, par exemple sur l'entretien de la voirie, puisque nous on a pris la compétence entretien voirie, c'est plus facile de négocier des prix quand vous avez 900 km, peut-être pas, on n'a peut-être pas tant que ça de voirie. C'est beaucoup. Voilà, mais disons que quand on a une grande longueur de voirie, c'est beaucoup plus facile à négocier que quand on est quand on a que de la voirie communale. C'est dans des domaines comme ça, et puis être aussi beaucoup plus compétitif pour la recherche de subventions, notamment pour l'investissement local. Ce sera c'est les seules sources, on va pas dire peut-être d'économie, mais de moins de recharge qu'on pourra avoir. Bon, ces nouvelles communautés de communes commencent à se ressembler les unes les autres. J'ai regardé en termes aussi bien d'ailleurs de superficie que de nombre d'habitants. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus grands que d'autres, mais globalement, on est effectivement en Sarthe entre 20 et 30 000, quasiment. Donc ça veut dire que vous allez aussi pouvoir vous apporter entre communautés de communes, peut-être les bonnes pratiques, etc., non ? Les gens discutent. Moi, je trouve qu'on discute déjà beaucoup entre nous pour, disons, surtout là, on a vraiment besoin de se soutenir dans ce démarrage parce que il y a beaucoup d'interrogations d'un côté comme de l'autre. Est-ce que Loué Brulon... Les premières réflexions avant de faire des transferts en voirie, si vous voulez, je pense qu'on va plutôt passer par une étape où on va passer sur des gros points de commande. C'est-à-dire effectivement, au lieu que chaque commune fasse sa consultation chaque année en matière de voirie, et la difficulté de constituer le cahier des charges pour effectivement avoir des entreprises, le fait de faire un groupement d'entreprises à l'échelle de commune va déjà être une première étape effectivement de mutualisation avant de faire le transfert complet de la compétence voirie à l'échelle du dessus, même si on va y être très fortement invité, si vous voulez, parce qu'effectivement, les financements iront dans le sens effectivement de transfert de compétences exercées actuellement par les communes à l'échelle du dessus, dans les dotations notamment de l'État. J'allais dire, c'est le rôle de l'État depuis des années et des années, enfin, de favoriser en permanence ces mutualisations. Tout à fait. Madame Pavie évoquait tout de suite les équipements structurels. Effectivement, l'intérêt, c'est de ne pas disposer d'un gymnase par commune, mais bien de le positionner à un endroit stratégique pour qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre. Et la façon qu'a l'État d'encourager ce comportement, c'est effectivement de privilégier les équipements portés par les intercommunalités, mais ce n'est loin d'être systématique. Encore. Bon, il y a des résistances. Alors on va dire ça comme ça. Il y a des résistances aussi sur le fait que certaines communes ne veulent pas intégrer ce qu'on leur a mis un peu au forceps en fin d'année dernière. C'est le cas de Serran-Foultourte, ex-canton de Pont-Valin, ex-communauté de communes du canton de Pont-Valin, et maintenant dans la communauté de communes Sud-Sarthe, c'est ça, et qui voudrait partir vers Val-de-Sarthe. Le reportage date d'il y a un an, je pense à peu près. François Boussard, un président de communauté de communes qui en a gros, très gros sur le cœur.
S'il y a des personnes qui sont bien affaiblies aujourd'hui, ce sont les élus d'aujourd'hui de la communauté de communes, notamment le président, mais les membres du bureau des 6 communes qui sont complètement abattus et abasourdis par de telles orientations. La décision apparaît sur la carte de la nouvelle intercommunalité que la préfète a présentée lundi. Dans ce projet, 3 des 9 municipalités de la communauté de communes du canton de Pont-Valin devraient aller voir ailleurs. La Fontaine, Saint-Martin et Oisé rejoindraient le pays fléchois. Serran-Foultourte tournera le dos au sud en rejoignant le Val de Sarthe. Problème, tous les services intercommunaux et l'hôtel communautaire se trouvent à Serran-Foultourte. On a une structure sans la tête, puisque la tête changerait de territoire. Donc, ce qui voudrait dire que les services proposés à la population, les infrastructures d'équipement ne seront plus à la disposition de la population. L'hôtel communautaire, c'est un investissement de 900 000 € qu'il faudra continuer à rembourser tout en cherchant un nouveau lieu. Surtout, avec le départ de Serran-Foultourte, l'intercommunalité se voit amputée de sa locomotive économique et démographique, 3 000 habitants sur 13 000. La communauté de communes de Pont-Valin arrive donc affaiblie devant celle de l'Aune-et-Loire et du bassin du Lude, avec lesquelles elle devra fusionner. On ne sera pas écouté de la même façon, puisqu'on arrive de façon un peu plus déconstruite, alors qu'on aurait pu venir avec nos services bien en place, avec nos coordinateurs, nos chefs de service, qui ont du professionnalisme, qui savent comment mettre en place les choses, qui auraient pu porter plutôt leur contribution à la réussite sur un territoire beaucoup plus large. Un territoire qui avait relevé le défi de la mutualisation avec un budget intercommunal qui est passé de 1 million à 4 millions d'euros en 7 ans. Du côté de Serran-Foultourte, le maire ne voulait pas de cette union. Notre bassin de vie n'est pas tourné vers le sud, selon ses propos rapportés par nos confrères du Petit Courrier. Bon, entre-temps, j'allais dire qu'il ne s'est rien passé, puisque, effectivement, la commune est restée dans le giron. En revanche, on peut dire qu'elle peut en sortir de cette commune sur Sarthe, dont d'ailleurs François Boussard est devenu le président. Oui. Donc comment ça va se passer pour Serran, par exemple, pour, on l'a dit, Oisé ou la Fontaine-Saint-Martin, ou ailleurs pour le Grand Lucé et... Saint-Vincent-du-Laureux, merci. Communes qui veulent partir, elles le peuvent d'ici la fin de l'année. C'est obligatoirement au 1er janvier que ça se passe ? En fait, il y a une procédure dérogatoire de sortie d'une communauté de communes, mais cela nécessite en fait que le préfet se positionne. Nous avons un nouveau préfet qui ne connaît pas encore peut-être très bien la Sarthe pour l'instant, donc c'est la raison pour laquelle ça peut mettre un petit peu plus de temps également. Mais ça passe par le préfet et ensuite il y aura un avis à solliciter de la commission départementale de coopération intercommunale dans sa formation restreinte. C'est pas si simple. Tout ça après que, j'imagine, se soient exprimées les communes elles-mêmes et les communautés de communes elles-mêmes. Tout à fait. Ah, c'est ça. Ah oui, donc on n'est pas au bout du processus, là, encore. Hein. Par contre, la particularité de la procédure qu'évoquait Madame Dupont, c'est qu'on ne pose pas la question à la communauté de communes de départ, mais uniquement la question à la communauté de communes d'arrivée et aux communes de la communauté de communes d'arrivée. D'accord. Voilà. Bien. Bon, donc bon courage aux habitants des communes concernées. On en rit, mais surtout aussi bon courage aux communautés de communes, parce que alors qu'on vient de réorganiser l'ensemble de nos services avec des communes, c'est pas sans conséquence non plus sur les communautés de communes qu'on vient de créer. Ouais. Et si on change, ça changera tout sur la représentativité, ça changera tout sur la fiscalité. On a exactement le même problème avec le Grand Lucé, qui a tous les services, qui a le centre social, qui a le service d'eau et d'assainissement, alors que ça va être aussi une compétence obligatoire à partir de 2020. Donc toutes ces conséquences pour nos communautés de communes, ça veut dire que si ces communes devaient partir de nos communautés de communes respectives, tout ce qu'on est en train de faire là, qui va durer 4, 5, 6 mois en termes d'harmonisation, il faudra recommencer en 2018, c'est-à-dire que les projets, on bloque tout sur nos territoires. Et je ne pense pas que ce soit envisageable. Il y a besoin d'une stabilité. Il y a déjà eu énormément de bouleversements sur nos collectivités. Je pense qu'on va avoir vraiment besoin d'une stabilité, y compris pour notre population. Alors, puisqu'on parle de la population, et ce sera, on va dire, la dernière question à aborder, avant un témoignage final sympathique et positif
de Villeneuve de Perssaigne qui a été la première à se regrouper en commune nouvelle. Dernière question, voilà, les conséquences pour la population. Alors, on l'a entendu notamment à travers les communes nouvelles, a priori de meilleurs services, de plus d'amplitude. Les contribuables, ça va se passer comment pour eux? Parce qu'on passe d'une fiscalité à une autre, c'est pas toujours ça. Je ne sais pas, chez nous, l'exercice de cette année, ça va être de travailler effectivement à une fiscalité qui soit totalement neutre, à la fois pour les collectivités et pour les habitants. Voilà. Donc, tout se passe sous forme d'attribution de compensation, enfin des choses très techniques si vous voulez, mais qui permettent effectivement d'avoir... Ça veut dire qu'ils payent les mêmes impôts d'une année sur l'autre, sauf les augmentations normales. Nous, depuis 2 ans, en fait, Château du Loir, qui avait les taux d'imposition plus élevés par rapport aux 3 communes, donc on a baissé nos taux déjà de 2 fois 2%. Et puis, pour le 1er janvier 2017, on avait donc l'année dernière pris des délibérations concordantes de manière à avoir un abattement général à la base de 5% pour toute la population, ce qui permet de diminuer les plafonds d'imposition. C'est Noël chez vous, alors, si je comprends bien? Non, c'est pas Noël. On a voulu mettre en place quelque chose qui soit le plus acceptable possible pour la population. C'est toujours le cas, M. Pouget, ou pas, où il y a des augmentations ici ou là, des lissages qui se font sur plusieurs années? Voilà, aussi, alors vous avez différents outils effectivement très techniques pour résoudre ces difficultés. La possibilité en fait de lisser progressivement l'ensemble des taux sur plus d'une douzaine d'années, ce qui amortit quand même énormément dans le temps les hausses éventuelles. Mais au-delà des taux en eux-mêmes, Mme Pavie a donné un exemple extrêmement important, c'est que chaque collectivité avait développé aussi sa propre politique d'abattement. D'abattement notamment en matière de taxes d'habitation, mais également en matière de contribution foncière pour les entreprises. Et au moment des fusions, c'est parfois non pas sur les taux qu'il y a des gros écarts, mais sur les politiques d'abattement. Et donc il est très important effectivement qu'il y ait une harmonisation de cette politique également. Très bien, le temps imparti est écoulé, ça on s'en doutait, qu'on serait probablement un peu frustré. J'avais envie de vous demander que reste-t-il aux communes, mais bon, les communes seront toujours les communes, le maire, l'interlocuteur privilégié des administrés. Donc pour terminer sur une note, je pense, positive, je vous propose de regarder ce reportage qui a été fait au moment où le premier regroupement de communes s'est fait dans le cadre d'une commune nouvelle, c'est Villeneuve-en-Perssaigne. Villeneuve-en-Perssaigne ou la commune aux 6 clochers, puisque désormais les 6 villages ne font plus qu'un. Au lendemain de l'élection du nouveau conseil municipal, les élus sont fiers d'avoir construit la première commune nouvelle de Sarthe. Je pense qu'aujourd'hui, dans la vie, il y a des étapes et celle-ci, elle est très importante parce qu'elle est tout à fait à caractère extraordinaire. C'est vrai que on ne pensait pas il y a 2-3 ans qu'on allait passer à un stade comme ça. Depuis 2 siècles, on n'a pas eu de transformation aussi importante sur notre territoire rural. Avec moins de 3000 habitants, la communauté de communes du massif de Perssaigne se voit obligée de fusionner avec une autre intercommunalité. Alors, cette commune nouvelle, c'est une façon de préserver l'identité du territoire et la répartition des compétences. Mais les débats ont été houleux et la mise en place complexe. Pendant 2 ans, les élus ont enchaîné les réunions. Quand on dit on a fait en 1 an plus d'investissement que sur les 10 années précédentes, c'est une phrase que je trouve gentille, mais bon, faut pas pousser le cochonnet trop loin. Personnellement, j'y croyais beaucoup. Je pense que j'ai des collègues aussi qui y croyaient énormément. Avant les élections municipales, on avait axé nos campagnes municipales sur la création de la commune nouvelle. On a eu quelques difficultés avec 2 autres communes, mais enfin maintenant c'est rentré dans l'ordre, donc j'espère qu'on arrivera à leur prouver qu'on a fait le bon choix. Du côté des habitants, peu de changements. Chaque village garde un maire délégué et une mairie annexe. Les élus ont encore 2 ans pour choisir l'intercommunalité qu'ils rejoindront, Alençon ou Mamers. Si la préfète les laisse libres de ce choix, elle salue leur audace dans ces démarches et encourage d'autres villages sarthois à se lancer. On voit bien que cet exemple-là intéresse, interpelle et ouvre des perspectives pour des communautés de communes qui, au fond, se voient bien sauter le pas de la communauté de communes vers une intégration plus forte de communes nouvelles. Et moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ça renforce l'organisation territoriale, le poids communal, ça le renforce, ça le conforte et ça conforte l'animation de la ruralité. Ainsi, selon la préfète, 3 autres communes nouvelles pourraient voir le jour en Sarthe entre 2015 et 2016. Il y en a eu un petit peu plus, donc ça c'est 7, c'est ça? 7 maintenant. C'est pas vrai. Madame la préfète, quand elle est partie vers l'outre-mer, et c'est vers Alençon qui est partie, je le rappelle, donc la communauté de communes. Pour terminer, juste chacun, un mot, un avantage, un intérêt pour vous à ces regroupements de communes, puisque la question c'était où en sommes-nous en Sarthe? Un avantage, un intérêt?
Un avantage, un intérêt, c'est compliqué. Moi, je dirais une marge de négociation. Moi, je dirais vis-à-vis des agents, l'aspect positif, c'est une opportunité aussi pour leur carrière, évoluer en compétences. La solidarité territoriale. L'offre de services nouveaux à la population. Et je dirais bassin de vie et proximité. Vous voyez, il y a beaucoup d'avantages si vous doutiez un peu. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est le prélude de cette émission, je le rappelle, à une série de découvertes de communautés de communes, puis peut-être après de communes nouvelles régulièrement sur LMTV. J'espère que vous nous serez fidèles. Merci, bonne soirée.